Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Guy, un diagonaliste chevronné qui partagera son expérience. Bonjour Jean-Guy, merci de participer à ce podcast. Avant tout, pourrais-tu te présenter ? Bien, bonjour, Jean-Guy, donc je suis au club des cyclotouristes rouennais, à Rouen, dans la Loire. Donc j'ai 72 ans bientôt, en septembre. Et voilà, je suis aussi président du comité départemental de la Loire. J'ai été délégué sécurité, donc au niveau du CODEP de la Loire, trésorier, puis président. Tu as fait combien de diagonales ? Donc j'ai fait 19 diagonales, chacune dans les deux sens, plus une en rame, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. C'est une expérience conséquente. Voilà. Te souviens-tu de ta première diagonale ? Ah oui, la première, elle était épique un peu. Donc j'ai commencé mes diagonales en 1984, donc il y a déjà 40 ans cette année. J'ai mis 30 ans pour faire la première série. Dans le sens nord-sud ou ouest-est, oui, ouest-est. Et ensuite, j'ai fait ma deuxième, la première série, après, quand j'en avais fait 7, oui. Et bon, après, il y a eu déménagement, construction de la maison, les enfants, donc j'ai arrêté pendant plusieurs années et j'ai recommencé à la retraite à faire cette diagonale. Donc ma première diagonale, j'ai faite en solitaire. C'était Strasbourg-Perpignan en 1984. Donc voilà, je garde un très bon souvenir, malgré ce que j'appelle cette diagonale, la diagonale maudite, puisque y avait, par manque d'expérience, puisque c'était ma première, et j'avais lu quelques récits, mais sans plus, et j'avais décidé de la faire en cyclo-camping. Donc je suis arrivé à Strasbourg avec ma petite tente et mes sacoches. Je me suis installé au camping à Strasbourg et après, le matin, c'est compliqué à 3h du matin de se lever, la tente toute mouillée par la rosée, tout plier, tout remettre dans les sacoches dans la nuit, parce que à l'époque, j'avais pas de frontal, ça n'existait pas, donc une petite lampe de poche posée par terre pour essayer de m'éclairer, prendre un petit déjeuner rapide dans les toilettes, parce que c'était le seul endroit où il y avait de l'éclairage. Et donc après, commissariat de police et tout, donc jusqu'à la première étape le soir, toujours en tente. Le lendemain matin, pareil, tout replié, perte de temps. Ce qui fait que sur la deuxième étape, quand je suis arrivé en fin de matinée à Bourg-en-Bresse, je suis allé dans un petit supermarché. J'ai pris un carton, j'ai acheté un peloton de ficelle. J'ai mis ma tente, mon duvet et une sacoche dedans. Puisque je travaillais à SNCF à l'époque, je suis allé à la gare de Bourg-en-Bresse. J'ai donné mon carton à un collègue de la gare. Et je lui ai dit, tiens, tu peux m'envoyer ça. Moi, je travaillais à Chalon-sur-Saône, qui était pas très loin. Donc, par appli de service, envoyer ça à mon dépôt et que je récupérerai à mon retour. Et j'ai continué comme ça avec une seule sacoche et juste mes affaires de toilette et de rechange. Tu as dormi où alors ? Alors, deuxième étape, j'ai dormi à Tournon, à l'hôtel, avec une anecdote le matin. Donc, ça avait l'air d'être un hôtel un peu... Il a fallu que j'attende à peu près une demi-heure avant que la chambre soit libre. Donc, je ne sais pas trop ce que c'était. Et la tenancière de l'hôtel, je me suis levé à 3h30 du matin à peu près. Et parti à 4h, j'avais rangé mon vélo dans son local. Elle s'est levée donc à 4h du matin pour m'ouvrir le local. Et à mon départ, elle m'a fait 2 bises et elle m'a dit un grand merde, bonne chance. Ça m'a marqué, je me rappelle toujours de ça. Et puis donc après j'ai pris du vent et avec le manque d'expérience aussi,
Et ben, la troisième nuit, je l'ai passé sur le vélo, et ce qui fait que je suis arrivé dans les temps à Perpignan, très content, en me tapant sur le guidon quand j'ai passé la pancarte Perpignan. Donc, la dernière nuit entièrement sur le vélo. Entièrement sur le vélo, la dernière nuit, oui. Et tu t'appelles sur le guidon de contentement. Ah oui, oui, j'étais content quand je suis arrivé. Normalement, j'aurais dû coucher à 6 ans et repartir à 4 heures du matin. Et à 4 heures du matin, j'étais à 6 ans pour me faire contrôler. Voilà, j'avais rempli le contrat et il me restait plus qu'une soixantaine de kilomètres, il me semble, pour atteindre Perpignan avec mon délai que j'avais. Donc je suis arrivé à l'heure. Et cette première t'a donné envie de continuer? Voilà, oui, cette première m'a bien donné envie de continuer, malgré tous ces petits problèmes. Là aussi, j'avais pris un petit bouton blanc à la selle, donc sur la dernière étape, qui m'empêchait un petit peu de pédaler, hein, qui me faisait un petit peu mal, mais malgré ça, l'année d'après, ben, j'ai récidivé. Parce que moi, quand je commence quelque chose, une série, j'aime bien essayer de la mener à bout. Donc, par contre, je n'ai pas fait dans l'ordre que j'avais prévu parce que je voulais partir de la plus petite jusqu'à la plus grande, donc Brest-Menton, les faire dans l'ordre croissante. Et puis, bon, les faits ont fait que l'année d'après, je me suis marié et j'ai fait une diagonale avec mon épouse et parce qu'elle faisait beaucoup de vélo elle aussi, pour qu'elle puisse. On a rechoisi la plus petite, la deuxième plus petite qui est comme Strasbourg-Perpignan, donc on a fait Hendaye-Menton tous les deux. Et on a fini la série tous les deux pour les diagonales. Donc elle a fait les 9 avec moi aussi. Souvent, les diagonales, on les fait ou seul ou avec des copains. Oui. De faire une diagonale avec son épouse, comment c'est? Ah, c'est bien. Ça permet de soutenir dans les moments difficiles. Donc je me souviens sur Hendaye et Menton, la première étape, le matin à 9 h, on s'est arrêté, je crois que c'était à Orthez, pour prendre le petit déjeuner. Donc elle s'est mise à pleurer parce que ouais, j'y arriverai pas, puis je digère pas et tout. Donc j'ai dit, écoute, on va continuer tranquillement. Puis elle y est arrivée et on a fini toutes les diagonales ensemble. Ça crée des liens? Oh, oui, bien sûr, oui. Quelle différence il y a entre faire une diagonale à 32 ans et à 69 ans? Et bon, à 32 ans, on est en pleine forme, on a beaucoup de force et j'ai trouvé que sur ma dernière, en 2021, là, donc à 69 ans presque, c'est un peu plus difficile. Les forces m'ont abandonné un petit peu, donc il y a plus d'heures sur le vélo, la moyenne est moins rapide et ouais, c'est au détriment des temps de repos. Une diagonale, tu fais 280 km par jour à peu près. Oui. C'est un exploit d'en faire une à 69 ans? Pas. Non, parce que bon, avec l'expérience et la motivation, pour moi, c'est pas un exploit. Hein. J'ai jamais considéré de faire une diagonale comme un exploit. Hein. C'est pas, non, c'est une volonté. J'étais pas contraint et forcé de le faire. Hein. C'était mon choix. J'ai fait la première série et puis après, bon, j'ai décidé. Bon, la première série, j'ai mis 30 ans pour la faire, avec les aléas de la vie et tout. Et la deuxième série, je l'ai faite en 5 ans. Comment tu construis une feuille de route maintenant? Maintenant, avec les outils modernes, j'ai pas de GPS, mais je la fais quand même avec les outils modernes, avec les logiciels, donc OpenRunner déjà. Je suis toujours un petit peu sur les cartes Michelin, parce que OpenRunner, on n'a pas la vision totale du parcours. Donc j'étale mes cartes Michelin par terre ou sur la table, et puis je regarde à peu près où je veux passer, donc la ligne la plus droite possible, éventuellement en faisant quelques détours pour éviter certaines grosses difficultés en montée ou autre. Et puis après, je construis sur OpenRunner et après je passe beaucoup de temps à visualiser ma diagonale, mon tracé, pratiquement, notamment sur les points un peu dans les villes, les points critiques par Google Maps, hein, puisqu'on a la vision du tracé. Je fais presque 3 fois la diagonale, une fois sur la carte, une fois sur la télévision et une fois sur le terrain. Et comment tu l'as construit en termes de vitesse, de temps d'arrêt? Quelle heure de départ tu choisis, à quelle heure tu arrives à peu près? Comment tu gères ça? En fonction de la diagonale, généralement je pars à 4 heures le matin. Et
puis bon après, les dernières, je roule jusqu'à... Je prévois là, moi, j'ai toujours prévu des hôtels, là, notamment sur les dernières en diagonale. Donc je réserve des hôtels avant. Donc ça me donne le but, il faut que j'arrive jusqu'au point que je veux aller à l'hôtel. Et donc voilà, et je construis ma diagonale en roulant à peu près à 19-20 km/h. Parce que je me suis aperçu que maintenant, dans le temps, dans les premières, à 35-40 ans, j'arrivais à faire des moyennes de 22-23. Et maintenant, c'est plutôt la première étape, elle est autour des 20. Mais après, quand je regarde mon compteur en arrivant, c'est 18-19 km/h. Donc la moyenne a baissé. Mais donc c'est au détriment du temps de repos. Parce que on passe moins de temps à se reposer, à dormir. La première nuit, des fois, c'est 4-5 heures, et mon record dans le lit, c'est 1h05. Les 5 minutes sont importantes là. Voilà, c'était les 5 dernières minutes qui m'ont permis de gagner, de réussir peut-être. Mais je me suis demandé, après, quand je me suis levé, je me suis dit, tiens, pourquoi tu as défait le lit? Parce qu'il y avait un beau fauteuil dans la chambre. J'ai dit, tu aurais aussi bien fait de dormir dans le fauteuil pour 1 heure que tu es resté dans le lit. Alors ça veut dire que donc en roulant à 18-19, on peut quand même réussir à faire on peut réussir une diagonale en roulant doucement. Et le tout, je t'ai dit, tu perds du temps de repos, quoi. Comment tu t'entraînes pour une diagonale? Je m'entraîne. Moi, je roule maintenant toute l'année. Donc, moi, j'habite Saint-Étienne, donc c'est quand même un climat un petit peu rude. On a des hivers, bien que maintenant les hivers soient moins froids, mais bon, des fois on a 3 semaines, un mois sans pouvoir rouler, soit en janvier, soit en février. Donc ça permet de faire une petite coupure quand même. Mais bon, l'hiver, tant qu'il n'y a pas de neige ou de verglas, ou que la température est pas en dessous de 3-4 degrés, je sors quand même. Bon, 3-4 degrés, je sors, je vais faire 50-60 km. Et bon, ça m'est arrivé de rentrer avec des -2, -3, parce que vers les 13-15 heures, la température tombe. Mais bon, bien habillé, ça va. Donc je commence tout de suite en début d'année. Des fois, j'arrête entre la fin de l'année et l'année d'après, j'arrête 3 jours. Ouais. Donc oui. Mais comme je sais que souvent, en janvier ou février, il y a une petite période, 15 jours, 3 semaines, donc ça me permet de me reposer. Par contre, je ne fais pas de home trainer, j'aime pas trop ça. Donc je me repose pendant 15 jours ou 3 semaines si besoin, et puis après je repars progressivement jusqu'à faire un mois avant, un 200 ou un 250 pour faire un peu une grande distance. Alors on parle d'entraînement physique. Quand on est sur une diagonale, c'est quoi l'important? C'est le physique, c'est le mental? Pour une diagonale, moi je pense, à mon avis, il y a une bonne part de mental. Moi je dirais au moins 80% de mental et environ 20% de physique. C'est sûr qu'il ne faut pas partir avec 0 km dans les jambes. Moi, toutes les diagonales que j'ai faites, j'avais minimum 4000 km, voire plus, au mois de juin, parce que les premières, souvent, on les faisait soit fin mai, ou soit autour du 20 juin, là, quand les jours sont les plus longs. Mais j'avais un bon paquet de kilomètres. Mais si on a beaucoup de kilomètres, qu'on n'a pas le mental, au premier petit incident ou première chose, on va perdre la confiance, et c'est un risque d'abandon pratiquement tout de suite. Ça peut se travailler le mental? Je pense, oui, mais moi je suis toujours parti pour réussir. Donc je suis parti du moment que je pars, il faut que j'arrive dans le délai. Je pars du point A, et il faut que je sois au point B dans le délai. Bon, après, il peut y avoir des incidents techniques, des incidents physiques. Bon, j'ai la chance de jamais avoir eu de pépins physiques. Quelques petits, des fois, problèmes mécaniques, crevaisons ou casse de rayon, de rayon, mais non, jamais eu de gros pépins. On peut avoir le trac avant de partir sur une diagonale, c'est ton cas, ou tu rentres dans une bulle quand tu pars, comment tu fais? Bon, peut-être pour la première, par manque d'expérience, puisque bien sûr, je savais pas trop où j'allais. C'est vrai, j'avais quelques collègues de club qui en avaient fait, mais je leur avais pas demandé de conseils. Bon, je suis parti dans l'inconnu.
Et bon, là, c'est vrai qu'on a un petit peu le trac. Mais après, non. Je me mets dans ma bulle. Déjà, ma bulle, elle commence à la préparation. C'est-à-dire, quand je décide de faire une diagonale, c'est dans la tête. Et bon, ben, plus rien, sauf cas grave, ne peut m'arrêter. Donc je prépare mon parcours diagonale. Et plus ça avance le jour de départ, plus je pense diagonale. Et après, je suis dans ma bulle, je m'occupe de rien d'autre, pédaler, manger, dormir, repédaler. Et pas d'informations, rien du tout. Ou s'il y a la télé dans la chambre, un petit coup de télé pour voir la météo surtout. Et éventuellement avoir une ou deux informations de ce qui s'est passé. Ben, c'est surtout être dans sa bulle et dire, ben voilà, on est parti, il faut arriver dans le délai. Même à 5 minutes, il faut arriver dans le délai. Alors, c'est une bulle d'endurance, hein, c'est quand même une endurance sur plusieurs jours d'affilée, assez difficile. C'est bon ou c'est néfaste pour le corps, ce type d'effort? Non, je pense pas que ça soit néfaste, parce que comme on est entraîné et on a l'expérience, après au bout de 2-3 diagonales, on commence à avoir l'expérience. Quand on les a fait toutes dans un sens, eh ben, on refait dans l'autre. Moi j'ai refait dans l'autre sens, donc j'avais une bonne expérience de diagonale, de la longue distance. Et bon, non, je pense pas que ce soit néfaste. Il suffit de pas aller au-delà de ses possibilités, de son endurance. Pas casser la mécanique, hein, mais bon, bah, c'est vrai que si j'avais senti que je pouvais plus aller au bout, un pépin mécanique, une tendinite et tout, j'aurais abandonné. Bon, j'ai eu la chance de jamais, à part 2 fois, avoir eu sur la dernière étape un petit bouton à la fesse, à la selle, ce qui est gênant parce que bon, justement, heureusement que c'était sur la dernière. Parce que je pense que si on n'a pas le mental et que c'est sur la première ou dans le milieu, là, on peut être amené à abandonner. Mais là, non, en tant que je pouvais pédaler, je pédalais. Alors, justement, ne pas aller trop loin par rapport à ses limites, tu es délégué à la sécurité. Que peux-tu dire justement par rapport à la longue distance et la sécurité? Sur la sécurité, c'est déjà de rouler avec des vêtements visibles, hein, parce qu'on voit trop actuellement des gens, des cyclos qui roulent en noir ou en gris, qui ne sont pas visibles. Et puis notamment la nuit, d'avoir un bon éclairage, un gilet réflectorisé. Moi je mets en plus du gilet, je mets des brassards aux chevilles. Je mets des petits sticks réflectorisés dans les rayons. À la place du catadiop qui devrait être, qui est réglementaire, hein, les sticks ne le sont pas. Et puis bon, j'ai des brassards aussi sur les bras, hein, donc des brassards lumineux, réflectorisés, donc pour être bien visible. Tu me disais que dans les flèches Vélociaux, déjà en 84, le baudrier réfléchissant était obligatoire. Oui, j'ai fait des flèches, j'en ai fait 3 dans les années 80 là, et peut-être pas la première en 84, mais ça doit être en 86 et 88 dans le règlement, hein, il fallait avoir un baudrier réfléchissant. Donc on avait eu des contrôles de nuit, et donc on avait, puisque dans les flèches Vélociaux, la CP fait des contrôles la nuit, et on avait les baudriers. Si on ne l'avait pas, on était disqualifié. Okay. Pardon, après les premières diagonales que j'ai fait avec mon épouse, eh bien, à l'époque, il y avait une boutique à Paris qui faisait des chasubles réflectorisés. Donc, elle en avait acheté une, et comme elle était souvent derrière dans ma roue, et donc elle avait la chasuble. Moi je ne l'avais pas, mais elle. Donc maintenant c'est obligatoire la nuit. Donc dès la tombée de la nuit, ou s'il pleut, qui fait gris, je mets mon gilet réflectorisé. Ce qui est normal. Être visible. Toujours. Et visible, toujours être visible, oui. Parce que bon, j'ai jamais eu. Bon, c'est vrai qu'on s'est fait serrer des fois par des voitures hautes, mais je trouve que la nuit, les véhicules passent plus au large. Je ne sais pas si c'est la fait d'être avec le gilet, mais bon, à part certaines personnes, des fois, qui sont dans un état qui ne devraient pas conduire en voiture, mais je trouve que la nuit, il y a moins de circulation déjà, et comme on n'emprunte pas, moi, j'emprunte pas dans la mesure du possible les très grands itinéraires. Hein. Mais j'ai remarqué que les gens doublaient, les automobilistes doublaient un peu plus au large. Font plus attention. Ils font plus attention, oui.
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans une diagonale ou une longue distance? Eh bien déjà, c'est de bien préparer son itinéraire, hein. Faut peut-être pas hésiter des fois à faire quelques kilomètres de plus pour passer dans une vallée et non pas passer sur la montagne et avoir, sauf bon, après si le gars il est costaud qu'il peut, mais déjà bien étudier son itinéraire et puis son mental aussi, hein, parce que donc comme je disais tout à l'heure, hein, le mental ça y fait beaucoup. Si on n'a pas le mental, quand on a un petit pépin, ben, on arrête, hein. Donc voilà, et puis bon, bah, un bon entraînement, bien sûr, pas partir avec 200 km dans les jambes. Il faut au moins, moi à mon avis, 3000 km pour commencer à faire de la longue distance. Est-ce que tu conseillerais le premier jour de partir lentement, de garder des forces, de ne pas être en sur-régime? Oui, bah, pour moi, oui, moi je pars, j'essaye de garder ma moyenne, moi je suis un peu un diesel maintenant, je démarre pas comme Mhm. même à l'époque j'étais plus jeune dans les premières, non, non, moi j'ai toujours été habitué à rouler, à essayer de rouler à la même vitesse régulièrement, donc pas griller les cartouches tout de suite au début, et pour après plus pouvoir rouler, hein. Faut se dire que bah, il y a une étape de 200 km aujourd'hui, mais le lendemain, le surlendemain et encore peut-être le 3 et quatrième jour, et ben, il y a encore des étapes qui font 200, ou presque 300 km, 280, 300, voire plus si on part des fois, suivant comment on a construit sa feuille de route. Des fois, c'est long. Des fois, c'est long. Oui. Aurais-tu autre chose à ajouter par rapport aux diagonales ou au vélo? Non, moi je pense que c'est un. Bon, c'est vrai que quand on parle, les gens sont admiratifs. Bon, pour moi, c'est pas un exploit. C'est un brevet de longue distance, c'est pas un brevet touristique. Je fais les BPF et les BCN. Ça, ce sont des brevets touristiques parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de. On visite dans le temps. Donc l'inconvénient d'une diagonale, eh ben, c'est qu'on passe dans des. Dans la même journée, on voit différents types de paysages, hein, parce qu'on part de la Bretagne et on finit dans le Val-de-Loire ou par là-bas, et c'est différent comme paysage, comme habitation et tout, mais on n'a pas le temps d'approfondir. C'est plutôt une randonnée sportive, enfin c'est une randonnée sportive, parce que vu qu'il y a un délai et qu'il faut faire beaucoup de kilomètres dans la journée, mais pour moi c'est pas un exploit de faire, parce que bon, j'ai peut-être les capacités de l'avoir fait, mais je pense qu'avec un bon entraînement et de la volonté, il y a beaucoup de personnes qui pourraient le faire, hein. Bien sûr, il faut peut-être pas commencer à 70 ans en n'ayant pas trop fait de vélo avant, mais si on a déjà fait du vélo et bien entraîné, ça doit passer, hein. Tu peux préciser ce que c'est les BPF et les BCN? Eh bien, le BCN, c'est le brevet de cyclotourisme national, qui consiste à tamponner, donc il y a une carte de route de 10 cases, et de tamponner dans chaque département. Donc un contrôle par département, ce qui fait qu'en France, ça nous fait, puisque les 91 contrôles, et à la fin, on fait homologuer, il y a un délégué à qui on envoie les cartes de route tamponné, qui contrôle. Et quand on a fini, on reçoit un diplôme de la fédération et un challenge. Ok. Et le BPF, c'est le brevet des provinces françaises, qui est basé sur les anciennes provinces de 1800 et quelques, je ne sais plus exactement la date. Et là, c'est 6 contrôles par département. Donc, ce qui fait 540 contrôles à peu près dans toute la France, plus en facultatif La Réunion, l'île de La Réunion qui est facultative. Et toi, tu as rempli ces challenges? J'ai terminé le BCN, oui, avec mon épouse, on a terminé, et le BPF, mon épouse, il doit lui en rester une dizaine à peu près, à peine, je sais même pas si, oui, à peu près 10-12, et moi j'en ai 12, 15, il doit m'en rester 18, parce que j'en ai, je crois que je dois en avoir 6 en moins, donc dans les 2-3 ans à venir, on devrait finir le BPF si tout va bien. Très bien. Eh bien, Et c'est pareil, il y a un délégué national à qui on envoie les cartes, qui homologue.
Donc après, bon, il y a des grandes provinces comme le Languedoc où il y a 8 départements, puis il y a certaines provinces, c'est qu'un seul département puisque c'est basé sur... donc pour ma part, c'est la province du Lyonnais qui regroupe la Loire et le Rhône. Et il te faut un tampon d'un endroit précis, d'une ville Voilà, précise. oui, il y a c'est généralement des lieux touristiques. Donc là, pour le département de la Loire, eh bien, il y a Saint-Jean-Saint-Maurice, un petit village qui est vers Roanne, au bord de la Loire. Saint-Just-en-Chevalet, qui est dans les Bois Noirs. Il y a Chalmazel, où il y a un château. Chambles, pareil, un ancien château au-dessus des gorges de la Loire. Saint-Bonnet-le-Château, avec une collégiale et puis des momies. Et puis le col de la République, puisque Vélocio, il y a une stèle à l'honneur de Vélocio au sommet du col de la République. Donc là, on fait tamponner dans un commerce, il faut qu'il y ait le lieu sur le tampon, le lieu de la ville où on est, ou sinon on fait un contrôle par photographie du vélo devant la pancarte de la ville, ou comme par exemple du col, si c'est un col de la République, puisqu'il y a des cols comme le Tourmalet, c'est un contrôle BPF aussi, l'Isoard. Est-ce que tu veux rajouter un mot sur Vélocio, le col de la République? Oui, Vélocio, qui était né à Pernes-les-Fontaines, est décédé à Saint-Étienne, où j'habite actuellement. Renversé par un tram en début de l'année 1930. Donc Vélocio, il a monté de nombreuses fois le col de la République, et il y a tous les ans une montée chronométrée qu'il avait créée, la montée Vélocio, donc qui perdure encore, qui en est à sa 100e édition à peu près. Elle est toujours chronométrée. Elle est toujours chronométrée, mais donc c'est plus dans le giron de la fédération, mais bon, le club comité Vélocio adhère à la fédération, mais c'est un club FFC qui gère la montée, et par contre en même temps il y a une montée non chronométrée qu'on peut faire. Il y a quelques années aussi, il faisait des randonnées autour du col de la République. Donc Vélocio, il y a une plaque qui est apposée en face de la préfecture de Saint-Étienne, devant son domicile où il a été renversé en fin janvier 1930. Puis donc il est décédé en février, quelques jours après. Donc il avait tapé la tête par terre, il n'y avait pas le casque à l'époque, et puis il n'y avait pas tous les moyens modernes maintenant, de scanner et tout. Si ça serait maintenant, il aurait peut-être été sauvé. Et voilà, et puis il y a tous les ans, au niveau du comité départemental, on organise la concentration nationale au col de Pavezin. Donc ce col, Vélocio faisait des meetings, ce qu'il appelait à l'époque, où il réunissait ses amis de Stéphanois, Lyonnais, Dromois, et en haut du col pour un meeting, comme il disait. Donc, où il parlait de ce qu'ils avaient fait dans l'année, les projets, les nouveautés techniques, parce que Vélocio a innové beaucoup de choses pour le vélo, dont le dérailleur. Il a apporté des modifications, des cadres, le bichène, et j'en passe. D'ailleurs, il y a un très beau musée à Saint-Étienne, au musée d'art et d'industrie, où il y a toute une salle en bas qui est réservée aux vélos, dont beaucoup de vélos de Vélocio, et jusqu'à des vélos actuels, genre le vélo du contre-la-montre de Roger Rivière, qui était né à Saint-Galmier dans la Loire. C'est à quel moment la montée du col de Pavezin de l'année? La concentration à Pavezin, c'est le dernier dimanche de septembre. Et la montée Vélocio, c'est en juin, début juin généralement. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Jean-Guy pour avoir partagé ton expérience sur les diagonales et sur le vélo de manière plus large. Ton retour sera précieux pour d'autres diagonalistes confirmés ou en devenir et qui souhaitent se lancer dans cette aventure qu'est une diagonale ou une autre longue distance à vélo. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir à tous et belle balade à vélo. Au revoir Jean-Guy. Au revoir Marc, et merci pour ce podcast.